Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le dossier que Jacques-Antoine ouvre aujourd'hui est l'un des plus célèbres dossiers qui dorment dans les archives de la police des États-Unis. C'est aussi le plus sensationnel exemple de collaboration entre psychanalystes et policiers. C'est la première affaire à laquelle le docteur Bruxelles, dont nous avons déjà parlé, a été amené à participer et, comme vous allez le voir, ce dossier renferme un succès tellement étonnant, précis, évident, qu'il mérite, plus que tout autre, d'être considéré comme extraordinaire. L'inspecteur Howard Finney, directeur du laboratoire criminel du département de police de New York, un homme courtois, robuste, actif et laconique, licencié en psychiatrie légale, très respecté comme savant et comme administrateur, est accablé. Il est accablé par une affaire déconcertante, interminable, insoluble. Celle d'un fou qui sème des bombes dans New York depuis 16 années. Alors il a l'idée de consulter le docteur James Arnold Bruxelles, psychiatre et surtout psychanalyste qui s'intéresse aux délinquants criminels. Dans son bureau de New York City, au 17e étage d'un immeuble de Broadway, Bruxelles fait donc asseoir Finney et les deux détectives qui l'accompagnent. Bruxelles est un peu réticent. Si des experts n'ont pas résolu ce cas après 16 ans de recherche, en quoi pourrais-je vous aider, messieurs? Une pensée nouvelle fait parfois toute la différence entre l'échec et la réussite, lui répond Finney. Les seuls indices que possède la police sont les lettres que le fou à la bombe a écrites et les photos de ces bombes ou de leurs débris. Une seule chose est certaine, quelque part, dans ou autour de cette énorme ville, vit un homme qui certainement est fou. Avant d'arriver, chers amis, à l'extraordinaire série de déductions qui rendront célèbre le docteur Bruxelles, essayons de résumer brièvement les faits qui ont précédé cette mémorable réunion. L'homme que l'on recherche a posé son premier engin le 16 novembre 1940. Pas très bien fabriqué, il n'explose pas. Des ouvriers travaillant au bâtiment de la société Edison de Manhattan la trouvent sur un rebord de fenêtre dans une boîte à outils. Constituée d'un petit tuyau de cuivre jaune, bourrée de poudre, extraite de cartouches de fusil, elle ne montrait pas d'empreinte digitale. Entourant l'engin, se trouvait un billet qui déclarait « Escroc d'Edison, ceci est pour vous ». Le billet éveille la curiosité de la police. Si la bombe avait explosé, le billet aurait été détruit. Donc, les escrocs d'Edison ne l'auraient jamais lu. Dans ce cas, l'homme qui a déposé la bombe a perdu le contact avec le réel, et cette pensée ne lui est pas venue. Ou bien, il a délibérément prévu que la bombe n'exploserait pas et voulu seulement effrayer les gens de la société Edison. La Consolidated Edison est la compagnie qui fournit le courant électrique à la ville de New York. C'est une vaste organisation qui emploie plusieurs milliers de personnes et qui a des millions et des millions de clients. En parcourant les dossiers, la police trouve évidemment des milliers de cas de mécontentement parmi le personnel et les clients. Licenciements, refus d'augmentation de salaire, factures, panne de courant, etc. Après cette première alerte, l'espoir de la police est que l'insatisfait s'estime satisfait de sa revanche et son dossier, clos et oublié, n'atteint pas les journaux. Mais une deuxième bombe est trouvée, non explosée, près du siège social de la société Edison. De la poudre, bourrée dans une chaussette de laine masculine. Et puis on croit à nouveau le dossier définitivement clos. Car on ne découvre plus aucune bombe pendant des années, c'est-à-dire pendant tout le temps où les États-Unis sont en guerre. Le dossier n'est ouvert à nouveau que quelques jours avant Noël 1950, lorsque le Herald Tribune reçoit une curieuse lettre postée du comté de Westchester. Elle est écrite à l'encre, en lettres capitales, sur une feuille de papier machine ordinaire blanche. Voici ce que dit cette lettre. « Je suis malade. Et à cause de cela, il en cuira à la société Edison.
Oui, ils regretteront leur infâme forfait. À titre d'avertissement, je placerai d'autres bombes sous les sièges des théâtres dans un proche avenir. Et c'est signé FP. FP va tenir parole et au cours des années qui suivent, la police se familiarise avec cette typographie à la main proprette, avec cette manière particulière de terminer les phrases par des tirets plutôt que par des points, avec le retour fréquent de l'expression infâme forfait et avec les mystérieuses initiales FP. La police obtient qu'on taise toutes les nouvelles concernant les activités de ce personnage, car chaque fois qu'une série de crimes non résolus reçoit trop de publicité, les imitateurs et les mauvais plaisants surgissent par douzaines, faisant des dégâts et brouillant les pistes. Seulement l'artificier devient plus adroit. Si, de ces premières 8 unités, comme il les appelle, 2 seulement ont fonctionné, les 4 suivantes en 1951 et 1952 explosent toutes les 4. En 1955, il accélère son rythme et sur 52 bombes, 22 seulement n'explosent pas. Cette fois, la presse fait largement écho aux exploits de celui qu'on appelle le fou à la bombe et en 1956, le public est effrayé et furieux. Si, jusque-là, l'implication de la société Edison est à peine indiquée dans la presse, le public commence à établir une relation entre cette entreprise et le terroriste. Hélas, ni la police, ni la société Edison ne savent où fouiller dans les énormes archives d'anciens personnels qui s'étendent sur plus d'un demi-siècle. Comment tomber sur le bon dossier? Qui rechercher? Quant au fou à la bombe, il adresse des lettres de plus en plus furieuses à la presse, et bientôt, l'une de ces bombes, inoffensive au début, finit par tuer quelqu'un. Alors l'opinion publique et la municipalité déclarent unanime « Ce fou doit être mis hors d'état de nuire, il faut le découvrir, c'est un homme bien réel, il est né, a eu un père et une mère, il dort, mange, parle, il vit quelque part des gens le connaissent, il a un nom, alors qu'on le trouve !» Voilà pourquoi, en désespoir de cause, l'inspecteur Finet vient consulter le docteur Bruxelles. Alors celui-ci commence par examiner les photographies des bombes non explosées. « Qu'est-ce que vous pensez de ces machins ?» demande le docteur Bruxelles. « C'est du travail bien fait, de la bonne technique. » Alors le docteur Bruxelles parle comme pour lui seul. « Voyons, a-t-il acquis cette technique dans son métier ou est-ce un dada de banlieusard qui a du temps de libre ? Bon, de toute façon, on peut admettre une première probabilité. C'est un homme, parce qu'au cours de l'histoire, les fabricants et lanceurs de bombes ont toujours été des hommes. » Et puis le docteur Bruxelles continue de penser tout haut. « Je retiens que ce fabricant de bombes estime que la société Edison lui a causé un grand préjudice en faisant un malade chronique. Puis, petit à petit, il a paru ressentir que le monde entier lui avait fait du tort. Là, son comportement n'est pas logique, il est anormal. En quel type d'être humain peut s'ancrer une pareille anormale certitude ? Certainement chez un homme qui souffre de paranoïa, c'est-à-dire d'un dérangement mental chronique, d'un développement insidieux caractérisé par des illusions, des hallucinations persistantes et inaltérables, systématisées et logiquement construites. La paranoïa se développe lentement et régulièrement et vers 35 ans fait irruption dans toute sa force. Notre homme a fabriqué et déposé des engins depuis 16 ans, donc, deuxième probabilité, le fou doit avoir plus de 40 ans. Maintenant, comment le découvrir, car le paranoïaque ne se reconnaît pas facilement. Il surveille sa conduite, se croit sans défaut et recule devant tout acte qu'il juge peu convenable ou qui pourrait prêter à critique. Il apparaît donc rarement dans les fichiers de la police. On le rencontre rarement dans les cliniques et les asiles d'aliénés, car le paranoïaque ne croit pas qu'il souffre d'un dérangement mental et se sait intellectuellement supérieur. Alors comment le découvrir ? Soudain, le docteur Bruxelles lève la tête et avance la déduction suivante. Troisième probabilité. Le grand psychiatre allemand Kretschner, ayant établi que 85% des paranoïaques ont le type athlétique, notre homme peut donc être bâti harmonieusement, le milieu du corps assez développé, ni gras ni décharné. Le docteur Bruxelles examine ensuite les lettres écrites à la main en lettres capitales. Pas de gribouillis, pas de hâtre. L'œuvre d'un homme féru d'ordre, exact, précis, net et propre. Donc, quatrième probabilité, chez Edison, il avait dû être exemplaire, ponctuel, fournir un travail de très haute qualité.
Toujours bien habillé, fraîchement rasé le matin, il menait une existence modèle jusqu'au jour où il fut victime d'une injustice. Les fameux infâmes forfaits. Le docteur Bruxelles pose brusquement les documents. Mais avez-vous remarqué, dit-il, que cet homme n'emploie jamais des expressions purement américaines. Infâme forfait est un genre de locution qui traîne dans les romans de l'Angleterre victorienne. Et il parle de Société Edison alors que les Américains se contentent de dire la Con-Ed, abréviation de Consolidated Edison. Donc, 5e probabilité, il vit au sein d'une communauté d'origine étrangère. Ouais, dit l'un des détectives. Tout ça est intéressant, mais on aurait pu le trouver nous-mêmes. De toute façon, dit l'autre, il est d'origine étrangère, il est d'âge moyen, il est paranoïaque, ce qui dans son comportement de tous les jours se traduit par l'apparence la plus correcte et la plus naturelle du monde. Ce ne sont pas ces détails qui nous permettront de le découvrir. Oui, vous avez raison, mais attendez un peu, quelque chose dans ces photos et dans ces lettres va bien nous révéler la clé du personnage. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Bruxelles réfléchit longuement, feuilletant inlassablement les documents. Soudain, il met côte à côte une lettre et une photo, et il sourit. « Écoutez, dit-il, je crois que j'ai trouvé quelque chose, mais mon raisonnement va vous paraître tiré par les cheveux. C'est de la psychanalyse. Pourtant, ça pourrait être le véritable point de départ de notre affaire. Vous avez vu vous-même que des milliers et des milliers de personnes ont un différend avec la société Edison. Or, aucune n'y voit une raison de mettre des bombes dans New York, sauf lui. Conclusion ? Allons, répondez. Je ne sais pas, dit l'un des détectives. Peut-être que ce n'est pas la vraie raison. Évidemment, ce n'est pas la vraie raison profonde, ce n'est pas la seule raison. Il y en a une autre, mais dont notre homme ne parle pas parce qu'il ne la connaît pas lui-même. Et c'est là que la psychanalyse intervient pour la découvrir. Et voici maintenant, chers amis, l'essentiel de ce dossier, la déduction, apparemment tirée par les cheveux, absurde, fondée sur des détails apparemment sans signification, en vérité, le fond du problème, comme il faudra bien l'admettre. Regardez, dit le docteur Bruxelles en examinant les lettres, la graphie est toujours impeccable, les caractères formés en capitales sévères, mais il y a une lettre, une seule, qui apparaît parfois sous une forme bizarrement déformée, le W, formé comme un double U au côté courbé. Cela ressemble, vu de face, à des seins féminins, un élément sexuel, et si fort chez cet homme qu'il intimide sa conscience sourcilleuse, sa méticulosité quand il trace un W. Je laisse au docteur Bruxelles, bien sûr, la responsabilité de ces déductions. Bien. Maintenant, regardez ces photos de fauteuils de théâtre éventrés. À plusieurs reprises, lui, dont les habitudes sont si soigneuses et si calculées, a lacéré des fauteuils de théâtre pour y enfouir sa bombe. Tout comme le W, cela devrait représenter une sorte de fissure dans sa personnalité qui se révèle lorsqu'il est sous le coup d'une émotion puissante, un sentiment qui a un rapport avec le sexe. Vous le savez, la psychanalyse rapporte tout au sexe. Vous savez qu'à la période où tout jeune garçon est attiré par sa maman, au point de haïr son papa, sentiment antagoniste et interdit qu'il enfouit au fond de lui-même, il arrive que ce processus normal achoppe sur des écueils. C'est ce qui a dû se produire chez notre terroriste. Quelque chose a causé une fixation en son esprit de son amour incestueux pour sa mère et l'a poussé à se méfier de l'autorité masculine qu'il méprise. De là, plusieurs probabilités s'imposent. La 6e serait que sa mère est peut-être morte ou loin de lui et qu'il vit seul avec une parente plus âgée qui lui rappelle sa mère. En éventrant les fauteuils, il donne libre cours au désir qu'il a de sa mère et cela expliquerait tout. On a vu en effet que chez un individu normal, avoir un différend avec la société Edison ne conduit pas à placer des bombes dans New York. Mais chez cet homme qui, depuis son enfance, est resté frustré de sa mère par la faute de son père, qui vit sans s'en rendre compte inconscient dans ce continuel état de frustration d'une part et de révolte contre l'autorité d'autre part, cet échec qui, lui, est bien conscient permet enfin à la révolte inconsciente de se défouler. C'est typiquement l'image d'un homme qui, depuis 16 ans, s'accroche à l'idée qu'on essaye de le priver de quelque chose qui lui revenait de plein droit. Il croit qu'il s'agit des indemnités que lui doit la société Edison. En réalité, il s'agit de l'amour de sa mère. Et voici notre 7e probabilité. Peu intéressé par les femmes, puisque sa mère a été l'objet de son amour, c'est un solitaire.
Il n'a pas d'amis, il est célibataire, je parierais même qu'il n'a jamais embrassé une fille. Un homosexuel demande un des détectives. Non, il n'a pas d'amis. Et il ne fera jamais quelque chose qui ne lui paraîtrait pas convenable tant qu'il pourra l'éviter. Amical, non. Poli, oui. Agréablement courtois envers tout le monde en raison du désir typique du paranoïaque d'être impeccable. J'ai déjà dit qu'il était bien bâti, bien proportionné, et maintenant j'irai plus loin, je dirais qu'il est probablement très coquet, propre, bien rasé. Et c'est la 8e probabilité. Mais comment le savez-vous? Je ne le sais pas, j'essaie d'imaginer le personnage, je fais des déductions. Un paranoïaque ne veut jamais se faire remarquer, ni dans son habillement, ni dans ses manières. Finet émet l'hypothèse, qui sera la 9e probabilité, qu'il vit dans une maison plutôt que dans un appartement, car pour fabriquer des bombes, il faut un atelier bien équipé, un endroit retiré, où il ne gênera pas ses voisins. 10e probabilité, poursuit le docteur Bruxelles, son problème étant d'ordre sexuel, il n'a pas dépassé la 60aine car son impulsion sexuelle se serait un peu refroidie. Enfin, je vous ai dit qu'il a dû vivre dans une communauté étrangère et j'ajouterai que c'est sans doute un slave. Les policiers écarquillent les yeux. Les frontières ne limitent pas le choix des armes, mais étrangler est plus commun dans les pays méditerranéens qu'en Scandinavie. Historiquement, les bombes ont été en faveur en Europe centrale, de même que les poignards. Oh, bien sûr, ils sont d'usage dans des actions violentes partout, à travers le monde, mais si un homme emploie les deux, les bombes et les lames, cela suggère qu'il pourrait être un slave. Ce serait notre 11e probabilité. Et s'il s'agit d'un slave, il y a des raisons de penser qu'il est catholique, ce qui nous amène à la 12e probabilité. Il fréquente régulièrement une église catholique, puisqu'il est régulier dans ses habitudes. Ses lettres sont postées à New York ou dans le Westchester. Il est probable qu'il les poste entre sa maison et New York. À Bridgeport, dans le Connecticut, se trouvent les plus grandes concentrations de Slaves de la région. 13e probabilité, il doit habiter ce coin-là. Là, une parenthèse, chers amis, le docteur Bruxelles va commettre une erreur avec sa 14e probabilité, la détermination de la maladie chronique dont souffre le fou à la bombe. Il a le choix entre cancer, maladie de cœur et tuberculose. Déduisant qu'il serait déjà mort du cancer et que la tuberculose serait déjà guérie, oubliant que le paranoïaque ne recherche pas l'avis d'un médecin et ne le respecte pas, il opte pour la maladie de cœur. Or, comme vous le verrez, le fou à la bombe est atteint de tuberculose. Enfin, le docteur Bruxelles laisse entendre que la consultation est maintenant terminée. Alors que suggérez-vous, demande l'inspecteur Finet. Bien, rendre public ces 14 probabilités, leur donner toute la publicité possible. Je crois que maintenant, notre homme veut être découvert. Il est de plus en plus frustré par l'anonymat. Pour amener cette frustration à ébullition, il faut lui porter un défi en lui disant que nous sommes plus malins que lui. Si je me suis trompé, il me le fera savoir et par là même nous donnera des renseignements. Si sa description est exacte, un voisin pourra le reconnaître. Une chance sur 1 million, grogne un détective. Finet ouvre la porte. Le docteur Bruxelles l'interrompt. « Inspecteur !»« Docteur, une chose encore. Je vois le terroriste. Il est, je l'ai déjà dit, impeccablement tiré à 4 épingles. Il hésite à adopter les modes nouvelles. Quand vous l'attraperez, il portera un costume avec un veston croisé et son veston sera complètement boutonné. » Les 14 probabilités du docteur Bruxelles paraissent dans la presse de New York, dans le New York Times notamment, la veille de Noël 1956 et dans toute la presse américaine. Un vent de folie passe alors dans la population. Le standard téléphonique de la police est submergé d'appels, de lettres de mauvais plaisants, de fausses bombes, de fausses pistes. Tout cela demande à être vérifié en même temps que tous les anciens dossiers du personnel Edison et il faut remonter à 1935. Une nuit, à 1h du matin, le téléphone sonne chez le docteur Bruxelles. Est-ce bien le docteur Bruxelles, le psychiatre? Oui, qui est à l'appareil? Ici FP. Restez en dehors de ceci, ou bien il vous en cuira. Puis à l'autre bout du fil, on raccroche. Et 4 jours plus tard, FP place des bombes dans une bibliothèque et au cinéma Paramount. Dans la même semaine, il commence à répondre d'une autre manière en écrivant des lettres. Car le 26 décembre, un journal se nommant le Journal américain
met directement le terroriste au défi de répondre à la publication de sa description en se rendant à la police. La réponse est postée dans le comté de Westchester le jour suivant à 1h30 de l'après-midi. J'ai lu votre papier du 26 décembre. Me rendre serait stupide. N'insultez pas mon intelligence. Traînez la société Edison devant la justice. Signé F.P. Le 10 janvier 1957, le journal américain, demande aux terroristes de fournir plus de détails sur ses griefs. 2 jours plus tard, la réponse vient. Je n'ai pas reçu un sou pour une vie de misère et de souffrance, rien que des insultes. J'ai eu un exemple de ce que vous appelez notre système américain de justice. J'ai décidé de faire connaître ces infâmes forfaits. Vous me demandez de me rendre. Mais pourquoi payer encore une fois? Qui est coupable, vous ou moi? Signé F.P. Puis, on n'entend plus parler du fou à la bombe jusqu'au week-end. Mais le vendredi, une femme qui compulse des dossiers litigieux à la société Edison des années 20 à 30 tombe sur un dossier marqué Georges Metesky. Comme tous les autres, il contient des formulaires exposant en détail une obscure discussion entre la compagnie et l'employé qui avait été blessé et estimé que la compagnie lui devait plus d'argent que celle-ci n'était disposée à lui en donner. Ce dossier, pareil à des milliers d'autres, contient une lettre de réclamation furieuse où figure l'expression « infâme forfait ». Alors, l'employé pose le dossier sur un bureau, s'assoit et l'étudie avec grand soin. Metesky Georges. Il a été employé de 1929 à 1931 à l'entretien d'un générateur dans une usine absorbée plus tard par la société Edison. Le 5 septembre 31, un retour de flamme d'une chaudière l'a renversé sur le sol. La compagnie lui paya une indemnité de maladie, mais rien de tangible n'ayant été décelé, il est rayé de la feuille de paie quelques mois plus tard. Le 4 janvier 1934, lorsque sa demande d'indemnisation pour invalidité permanente est rejetée, il prétend avoir contracté la tuberculose, mais il ne se manifeste plus au bout de 3 ans. Les rapports de la société Edison, qui mentionnent Metesky, le présentent comme un employé exemplaire, rapide, observant les instructions, méticuleux dans son travail, paisible et de bonne conduite. D'autres éléments significatifs sont relevés. L'âge de Metesky, 28 ans au moment de l'accident de la chaudière, donc 57 aujourd'hui. Il a un nom polonais, il est de religion catholique romaine et son adresse est dans le Connecticut. Une vérification discrète dans le quartier permet d'établir qu'il n'est pas marié. Il vit dans une maison avec ses 2 sœurs, plus âgées, Anna et May, toutes 2 célibataires, qui l'entretiennent et lui ont offert une voiture. Son père et sa mère sont morts. En raison d'une maladie chronique, il ne travaille pas. Il n'a pas de casier judiciaire. Description physique, taille 1,75 m pour 74 kg, bien proportionnée. Les voisins définissent la famille comme inoffensive, mais distante, pas alliante. Metesky se montre toujours poli. Ça colle merveilleusement avec la description du docteur Bruxelles, se disent les policiers. Alors, allons voir de plus près. Le lundi 22 janvier 1957, 4 détectives débarquent chez Metesky, une grande villa rébarbative de 3 étages, désolée, grisâtre, avec des vérandas affaissées, des colonnes en bois, un triste jardin propre. Les hommes frappent à la porte. Une lampe s'allume. Quelqu'un s'approche à pas de loup sur le vieux plancher grinçant. Georges Metesky apparaît vêtu d'un pyjama délavé. Derrière ses lunettes cerclées d'or, ses yeux bleus se fixent calmement sur les policiers. « Bonsoir. » Et il sourit. Il les prie d'entrer dans sa maison. « Pouvez-vous nous fournir un spécimen de votre écriture? »« Je sais, les gars, pourquoi vous êtes ici. Vous pensez que je suis le fou à la bombe? » « L'êtes-vous? » Metesky se contente de sourire. Il ergote sans conviction pendant 1 heure et finalement conduit les policiers dans le petit atelier qu'il s'est installé dans le garage, derrière la maison. Tout y est parfaitement rangé, propre. C'est là qu'il fabrique ses bombes. Alors c'est vous? Oui. Que veulent dire les initiales F, P? Fair play. Les 2 sœurs maigres, cheveux gris, rôdent, pleurent, se tordent les mains et répètent « Il est incapable de faire du mal à quelqu'un. » Enfin, les policiers demandent à Metesky d'aller s'habiller.
C'est quand il va reparaître avec sa chevelure peignée et gominée et ses souliers fraîchement cirés que le triomphe du docteur Bruxelles devient stupéfiant. Le fou à la bombe porte un costume bleu à fines rayures. Et c'est un costume croisé, 3 boutons. Les 3 boutons sont boutonnés. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.